Et notre émission d'aujourd'hui, c'est évidemment la 4e édition du 2e volet de cette émission Transparence. Ce numéro de Transparence est sponsorisé, je vous le rappelle, par le restaurant Aux Ananas qui se trouve au Bourget, par l'émission radiophonique Boulevard du Compas, par l'artiste Wilson Amos, qui a d'ailleurs un titre qui s'appelle Baby Dis-moi, qui vient de sortir. On attend la vidéo qui devrait arriver sous peu. Et également la revue culturelle et Boyo Magazine, qui a une édition qui vient de paraître également. On a un tout nouveau sponsor, il s'agit de Caravane Lumière, que vous pouvez joindre au 07 77 91 22 48, 07 77 91 22 48 pour capable mettre lumière la caillou en Haïti, tout côté. Bien, Transparence, cette semaine, nous avons décidé de faire appel à un monsieur qui a des choses très très intéressantes à partager avec nous. Il s'agit donc de Patrick Pierre-Louis. Patrick Pierre-Louis, qui est un homme qui a fait des études en génie électrique et informatique industrielle, qui est licencié en automatisme et système, et également qui est cadre technique du côté de la Poste depuis quelques années déjà. Donc, j'ai envie d'avoir un peu plus de détails concernant cette présentation. Évidemment, je fais appel à Patrick tout de suite. Patrick, bonsoir, comment ça va? Bonsoir, Pradel. Je suis vraiment très heureux de cette invitation. Donc, pour avoir plus d'informations, d'abord, je commence par saluer tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui suivent cette chaîne H-Live, la première de la communauté haïtienne. Et pour me présenter, je suis né en Haïti, je suis né à Miravoine, normalement à l'hôpital Sainte-Thérèse. J'ai quitté Haïti en 89, j'ai d'abord fait un séjour par la Guyane, et d'ailleurs je profite pour saluer les amis qui sont en Guyane qui vont me reconnaître dans cette émission. Et ensuite, entre 2000 et 1999, je suis arrivé ici à Paris où j'ai terminé mes études en génie électrique informatique industrielle. Et ensuite, j'ai pu faire encore un retour en Guyane et j'ai profité pour faire une licence en automatisme et système. Je suis un acteur associatif qui a beaucoup milité dans les églises, qui a participé beaucoup dans pas mal d'églises, des églises en Guyane, notamment Armée du Salut, notamment l'église de Pasteur Gessner. Et quand je suis arrivé ici en France, j'ai aussi fréquenté des églises comme l'église de Pasteur Philippe, de Pasteur Rousseau, de la sœur Maryse. Donc toutes ces personnes, je profite aussi pour les saluer et je suis très heureux d'être avec toi sur ce plateau, Pradel, pour cette émission. Très bien, bienvenue donc dans cette émission. Alors le sujet du jour, c'est réaliser la conférence nationale souveraine en Haïti. Donc et ce titre n'est pas de moi, c'est de toi, donc on va en parler dans un instant. Mais tu viens de dire que tu étais militant associatif. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est qu'un militant associatif? Bon, un militant associatif, comme tu sais qu'il y a beaucoup de choses que nous avons à faire, que ce soit dans le domaine culturel, et nous sommes des humains, nous aimons nous mettre ensemble et faire des choses en fin de compte en collectivité. Donc moi j'ai eu l'occasion par exemple d'être à l'église de Pasteur Gessner où j'ai fait partie d'un groupe de musique où justement on faisait de la musique pour l'église et donc on a sorti déjà pas mal d'albums. D'ailleurs je salue le manager du groupe, Luc Mandumont, qui est actuellement en Guyane. Et puis les associations c'est plutôt pour être dans l'activité, pour être aux côtés des autres, pour soutenir les autres par rapport à des besoins qui peuvent exister, que ce soit dans le domaine religieux, que ce soit dans le domaine culturel. Et bien, moi, j'ai plus eu un profil d'acteur associatif dans le domaine religieux parce que j'ai été responsable de la jeunesse dans beaucoup d'églises. J'ai été aussi musicien où j'ai formé les jeunes à la musique. Donc, j'ai fait quand même pas mal de choses en tant qu'acteur associatif au niveau de la communauté haïtienne, on va dire de France ou de la Guyane. En fait, tu as plusieurs casquettes. Tu es musicien également, professeur de musique carrément. De quel instrument joues-tu? Je jouerais plutôt le piano. Moi, j'ai arrêté parce que depuis un certain temps, depuis on va dire 2010, depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la politique, je ne fréquente quasiment plus les églises. Maintenant, je consacre mon temps par rapport à des lectures que j'ai à faire, par rapport à des sujets que je dois travailler. Je consacre plus mon temps dans le domaine pour connaître en fait les idées à proposer. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que tu m'as invité dans cette émission. Mais oui, j'ai été musicien. J'ai sorti plusieurs CD avec des musiciens de mon église et j'ai aussi appris les gens à jouer du
piano, mais je joue un petit peu de tout parce que quand on est dans une église, tous les instruments sont là et des fois on essaie de faire tout pour essayer de combler les vides quand il manque de musiciens. Donc j'ai touché un peu à tout, à la basse, un peu à la batterie et surtout le piano que j'ai appris quasiment en autodidacte. Très bien. Quand on est musicien, en général, on ne quitte pas la musique pour faire autre chose. Et là, tu as un intérêt particulier pour la politique haïtienne. Tu as quasiment abandonné la musique pour justement cet intérêt. Comment est venu cet intérêt, comment est venue cette idée d'embrasser la politique haïtienne et quel en est l'objectif? Donc oui, la politique haïtienne, c'est parce qu'aujourd'hui, tout Haïtien qui évolue, qui grandit, et surtout dans notre génération, par rapport à ce qui s'est fait par rapport au tremblement de terre qu'il y a eu lieu en 2010, je crois qu'il y a une génération depuis 2010 qui est quand même réveillée, dont l'attention a été, comment dirais-je, on a attiré notre attention sur le devenir d'Haïti. Et je pense qu'il y a une jeunesse qui est là, qui a envie que ça change. Et je pense que moi, j'ai été aussi, en quelque part, touché par ce tremblement de terre, surtout par l'après-tremblement de terre commence à comment dirais-je, évoluer. Par exemple, nous avons eu des présidents qui nous ont fait pas mal de promesses et finalement, on voit que les choses n'arrivent pas. Et le plus souvent, ce n'est pas en restant à l'extérieur de la politique, c'est pas en restant en faire la politique de la chaise-vide que nous allons faire avancer les choses. Si nous avons des idées, il faut les proposer, il faut aussi permettre qu'il y ait des choses au niveau du paysage politique pour que les acteurs politiques puissent savoir qu'il y a une jeunesse qui réfléchit. Je pense que c'est petit à petit, c'était suite au tremblement de terre en Haïti que j'ai commencé à m'intéresser à la politique en Haïti et je pense que c'est important, surtout pour nous qui vivons dans la diaspora, qui voyons comment les pays fonctionnent, comment les choses sont bien organisées, comment il y a des institutions qui nous encadrent. Je crois que c'est important pour nous qui sommes à l'extérieur, qui avons reçu une éducation, on va dire, et voilà, au même niveau que les plus grands de ce monde. Il faut petit à petit que nous puissions commencer à réfléchir à notre racine, à notre nation racine, pour voir est-ce que nous pouvons aussi impacter à travers les choses que nous pouvons apporter. Bien, et tu as parlé de 2010, c'est là où tu as pris conscience qu'il y a quelque chose à faire. Mais de 2010 à 2019, je ne sais pas trop ce que tu as fait, parce qu'en 2019, je sais qu'il y a eu le mouvement Plan Divin que tu as mis en place. Et avant de parler du mouvement Plan Divin, qu'est-ce qui s'est passé entre 2010 et 2019? Qu'est-ce que tu as réalisé? Bon, entre 2010 et 2019, j'ai surtout pris beaucoup de temps pour faire de la littérature. J'ai rencontré par la force des choses un grand auteur, un certain Gaston Marambou, et d'ailleurs qui vient de publier un livre. D'ailleurs, c'est sur ce livre que nous allons nous appuyer pour parler du programme que nous devons parler aujourd'hui. J'ai passé surtout du temps à me documenter, à regarder et, comment dirais-je, à consulter les idées, à lire et à préparer cette, je dirais, entrée, je dirais, pas en politique, mais en politique citoyenne, parce que je n'ai pas de parti politique, hein. Je suis juste un citoyen qui voudrait voir, je suis dans une démarche citoyenne qui voudrait voir que les choses changent au pays et je suis aussi en train de mettre sur pied des choses pour permettre justement qu'il y ait ce changement que moi j'aimerais que Haïti puisse avoir. Donc oui, j'ai fait pas mal de choses, j'ai surtout été dans la lecture et ensuite tu as parlé de Plan Divin, peut-être même répondre tout de suite à la question. J'ai voulu mettre sur pied comment dirais-je, une organisation, un mouvement pour unifier la diaspora haïtienne de France que j'avais baptisé Plan Divin pour Haïti. Quel était donc l'objectif de ce mouvement? C'était arriver à avoir 5 personnes de la communauté haïtienne, mélangées aussi avec d'autres communautés africaines qui pourraient venir nous donner un coup de main, parce que dans beaucoup d'associations haïtiennes, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'autres nations qui se joignent volontairement à nous, qui veulent vraiment nous aider, et déjà dans le paysage associatif ici en France. Donc je voulais mettre en place ça pour qu'on puisse avoir 5 personnes qui puissent représenter la communauté haïtienne dans chaque ville de France. Parce que trop souvent, lorsque nous avons un problème dans une ville, nous avons du mal à retrouver les personnes réellement capables de représenter la communauté. Pourquoi 5 personnes? C'est parce que en fait, je voulais avoir un responsable local,
Je voulais avoir dans ces 5 personnes un responsable départemental, je voulais avoir un responsable régional et aussi un responsable national pour les faire travailler ensemble. Responsable local, s'il y a un projet qui concerne la communauté haïtienne dans ta ville, ben, tu seras celui qui sera chargé de faire les démarches au niveau de la mairie, de faire les démarches au niveau de la préfecture, de faire les démarches au niveau des pompiers pour que ça se passe bien. Et ensuite, ton collègue qui est le responsable départemental va jouer le rôle de, comment dirais, de promotion au niveau de tout le département pour essayer de faire comprendre cette initiative de la communauté haïtienne, par exemple dans une ville comme Drancy. Et puis, c'est comme ça que j'avais pensé ça. Et puis, aussi monter les choses au niveau régional, monter les choses au niveau national. Mais ce mouvement Plan Divin, c'est une association loi 1901? En fait, enfin, c'était, je ne sais pas si ça existe encore. Dans un premier temps, c'était un projet de création d'une association. Alors, trop souvent, moi, j'ai vu les gens créer des associations toutes faites et après, il n'y a pas de stratégie de développement de l'association. Moi, je voulais faire les choses un peu à l'envers, c'est-à-dire que d'abord, permettre qu'il y ait une association, il y a un terme pour définir ça, hein, un regroupement de leaders qui veulent créer ensemble une grande association déjà représentative de la communauté parce qu'il y a des représentants dans chaque ville et aussi qui puissent aussi avoir une certaine légitimité. La phase de création au niveau de la préfecture, nous pensons que c'est après que nous voulions le faire, mais l'idée était là. J'avais fait un graphe, j'avais fait toute une présentation pour présenter le projet auprès de pas mal de responsables associatifs, auprès de pas mal d'acteurs aussi associatifs. Donc ça n'a pas abouti, mais nous pensons que ce sont des choses que d'autres personnes pourront peut-être utiliser. Et pourquoi ça n'a pas abouti? Pourquoi ça n'a pas abouti? Parce que en fait, beaucoup de gens m'ont dit pourquoi tu as appelé ça Plan Divin pour Haïti. Donc c'était le côté Plan Divin pour Haïti que les gens n'aimaient pas. Ils avaient l'impression que ça avait une connotation religieuse. Et donc du coup, j'y ai pensé aussi. Ouais, la question allait venir, donc tant mieux. Il y a des gens qui ont utilisé ça comme, je dirais, prétexte parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on veut? On veut surtout faire quelque chose qui fonctionne et que les gens adhèrent et que les gens puissent aussi travailler ensemble. On voulait aussi construire quelque chose qui allait se construire en même temps être une fédération. On ne voulait pas mettre en place une association et demander aux gens, vous adhérez dedans. Non, on voulait démontrer une procédure, comment on peut créer en quelque sorte l'union fait la force depuis la diaspora haïtienne de France. Et peut-être plus tard, c'est pas peut-être. Mais ne penses-tu pas que tu as été peut-être un peu trop vite en besogne et tu aurais peut-être dû prendre contact avec un certain nombre de gens, discuter avec ces gens-là avant de lancer le mouvement Plan Divin? Peut-être que ça n'aurait pas eu cette appellation d'ailleurs. Non, j'ai fait des démarches avant d'arriver à Plan Divin pour Haïti. D'ailleurs, j'avais commencé le mouvement Plan Divin pour Haïti. J'ai été contacté par exemple par l'Office Réjouis qui était sur ce plateau dernièrement. J'ai fait pas mal de démarches auprès des personnes, des personnalités de la communauté. J'ai même été, lorsque la structure Conseil représentatif de la communauté haïtienne de France était en train d'être créée, j'ai même été le vice-président avec Marie-Michel Legrand, la présidente. J'ai essayé, mais il y a des personnes dans cette communauté haïtienne qui pensent que, tels qu'ils sont en train de faire les choses depuis un certain temps, c'est comme ça que ça marchera. Alors que moi, je pense plutôt qu'il faut élargir les cercles. Il ne faut pas créer des associations et demander aux gens de venir adhérer, mais il faut créer avec les autres. Donc, c'était ça ma stratégie. Et donc, j'ai fait la démarche. Bon, les autres n'ont pas voulu. Ils veulent toujours faire l'ancienne méthode. Et l'ancienne méthode, le plus souvent, c'est qu'on mette dans ces associations-là des personnes que nous connaissons. Des fois, c'est la famille. Des fois, c'est des coquilles vides, il faut le dire la vérité. Beaucoup d'associations, ce sont des coquilles vides. Et donc, nous ne voulons pas faire quelque chose comme ça. Nous voulons plutôt faire quelque chose qui allait tout de suite fédérer la communauté, parce que nous pensons que la communauté haïtienne, la diaspora haïtienne d'une manière générale, a vraiment les atouts pour changer les choses en Haïti, mais à condition qu'elle accepte de s'unifier, qu'elle accepte de travailler non pas dans une mentalité je fais une organisation avec mes copains et puis j'espère que nous allons nous développer. Non, plutôt il faut mettre une procédure capable de permettre à tous en chacun de se sentir en quelque part concerné
par les idées, par les projets. Bon, ça n'a pas fonctionné. Je voulais un minimum, une équipe de départ pour faire les choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas fonctionné, et pour diverses raisons que tu as expliquées. Et pendant le confinement, tu as décidé de rebondir, de continuer à travailler, et tu pars dans la réalisation d'une conférence nationale souveraine en Haïti. Et c'est encore plus global par rapport à ce que tu as essayé de faire. C'est encore plus Et c'est peut-être insensé, non? Il y a des gens qui pourraient qualifier ça d'insensé. Mais je vais te donner plutôt ma démarche. C'est vrai que pendant le confinement, j'ai eu l'occasion, parce que ça fait 5 ans que je travaille avec ce monsieur, qui a écrit cet ouvrage qui s'appelle Le conflit de la prestation projet de société. Eh bien, ce projet, c'est un programme politique qui a 24 points. Et ces 24 points, c'est pour être exécuté dans un cadre de conférence nationale souveraine. Ça faisait longtemps que je parlais au niveau de la communauté de conférence nationale souveraine. Même quand le président Jovenel Moïse était venu ici en France, je commençais déjà à l'approcher, même lorsqu'il était candidat, pour lui dire que si toutefois vous arrivez à avoir la magistrature suprême, à être président, moi je vous conseille, dans l'état où se trouve Haïti, parce que j'ai étudié sur le sujet, dans l'état de division dans laquelle la nation se trouve, je vous conseille de faire une conférence nationale souveraine. Nous allons en parler plus en détail tout à l'heure. Mais je veux bien répondre à ta question. Est-ce que ce n'est pas fou de penser, après un projet associatif où tu as cherché à avoir du monde, personne n'est venu, maintenant tu passes à un autre niveau, tu veux conférence nationale souveraine en Haïti? Je pense que le problème de division que nous avons au niveau de la diaspora, que les gens ne veulent adhérer dans rien du tout de sérieux pour le pays, ça vient aussi de la gouvernance du pays. Nous pensons que si nous avons en Haïti un gouvernement éclairé qui sait reconnaître la valeur de sa diaspora, le gouvernement va mettre des choses en place, que ce soit en termes d'institutions, que ce soit peut-être en termes de banque, pourquoi pas. Il va mettre des choses en place pour que cette diaspora-là puisse s'unifier. Je pense que naturellement, lorsqu'il y a des gens comme moi qui se lèvent, qui veulent unifier la diaspora, tout de suite, on peut être taxé comme quelqu'un qui veut une position politique. On veut s'appuyer sur la diaspora, on veut s'appuyer sur les gens pour avoir une position politique. Alors que c'est une bonne chose. Donc, nous pensons que réellement, et aujourd'hui, pourquoi nous abordons les choses à ce niveau-là, c'est parce que aussi nous arrivons à un carrefour où Haïti, c'est soit nous allons prendre une occupation, ou nous allons aussi, en quelque part, nous réveiller et changer notre façon de faire les choses. Et donc, la conférence nationale souveraine que nous allons parler tout à l'heure, ça peut être une bonne méthode, une bonne procédure pour sortir le pays de ces normes. Alors, on va marquer une pause musicale, mais juste auparavant, j'ai 2 petites questions, 2 en une à te poser. Est-ce que tu penses que la diaspora est la solution du développement d'Haïti? Ne réponds pas tout de suite. La deuxième question, est-ce que toi, tu aurais des ambitions politiques? Je ne réponds pas tout de suite. Tu peux répondre aux 2 maintenant, sauf qu'il faut être un petit peu court. D'accord, très bien. Moi, je n'ai pas d'ambition politique. J'aimerais bien voir mon pays se développer et se mettre au moins au niveau de Saint-Domingue. J'aimerais bien voir ça, mais ce n'est pas forcément pour être président de la République. Oui, mais tu peux être député, tu peux être sénateur, ça ne t'intéresse pas non plus? Pour le moment. Ou maire de Miragouane, pourquoi pas? Pourquoi pas après la conférence nationale souveraine, pourquoi pas? Mais avant la conférence nationale souveraine, tous ceux qui ont des prétentions pour être députés en Haïti, je pense que c'est du rêve et ils ne donneront pas du résultat. Et en même Sauf temps, que c'est un rêve que certains réalisent, ils deviennent riches. Oui, ils deviennent riches. Et puis, je ne pense pas que je vais laisser Paris pour aller m'enrichir sur la misère du peuple haïtien. Je pense que si je rentre en Haïti, c'est vraiment pour donner du bon service à la nation. Et donc, il faut qu'il y ait un travail de refonte de la nation qui soit fait avant. Et après, peut-être, on pourra prétendre à d'autres propositions. Et je pense que la conférence nationale souveraine que nous sommes en train de proposer, ça va faire émerger des nouvelles têtes, des personnes qui ont envie que ça change, qui vont aussi s'engager dans le travail de refonte. Et que, naturellement, la nation haïtienne va reconnaître la valeur de ces hommes-là à travers la grande activité de refonte que nous voulons faire pour Haïti. Et la diaspora, est-ce la solution? Bien sûr,
la diaspora, moi je dis que la diaspora c'est une opportunité pour Haïti, pour le développement, mais encore faut-il que cette diaspora soit organisée. Et c'est pour ça que tout à l'heure, vous allez voir, à l'intérieur des 24 points de projet de conférence nationale souveraine que nous avons, il y aura bien sûr la participation entière de la diaspora. Tu as dit tout à l'heure que les autorités locales en Haïti devraient faire le nécessaire pour que la diaspora s'organise. Tu penses que l'organisation de la diaspora dépend des autorités en Haïti? Oui, en fait, dans l'Haïti que nous proposons après conférence nationale souveraine, c'est quelque chose qui sera organisé au niveau du pouvoir en place, l'organisation de la diaspora. Comme les autres nations, imaginez la Chine. Vous pensez que la Chine laisse ses Chinois arriver ici en France sans une organisation? Imaginez Israël blanc. Vous pensez que la diaspora Israël blanche ne fonctionne pas en corrélation avec l'Israël qui est en Palestine? Je pense que c'est une logique totale. Mais je pense que... Donc la réponse est oui. La réponse est que la diaspora doit faire partie des solutions. Même si aujourd'hui elle est désorganisée, telle que nous avons comme gouvernement, la malgouvernance aujourd'hui ne le permet pas. Mais dans le futur, nous pensons que la diaspora doit jouer tout son rôle dans le développement d'Haïti. Très bien, nous allons marquer une pause musicale. On va retrouver tout de suite quelqu'un qui vient de la République démocratique du Congo. Tu dois connaître, il s'agit de Dorcas Kaja qui nous propose un titre intitulé « Il est bon de louer Dieu ». On l'écoute, on la regarde avec son équipe tout de suite. Une très très belle vidéoclip appréciée. Je pense que c'est quelque chose de très sympa. Écoutez, regardez et peut-être danser, pourquoi pas. On revient tout de suite.